Arrivé dans les années 90, j'ai commencé donc mon travail à Londres, en train de foncer sous une espèce de emprise d'éducation un peu Thatcher, donc no pain no gain, on fonce, on est femme mais on n'est pas femme, on va comme les mecs. Et du coup le yoga, quand je l'ai découvert, c'était encore une façon de contrôler mon corps. J'ai vite compris que c'était autre chose. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ces métiers dédiés aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast, c'est parti ! Comment se réconcilier avec un corps que l'on a un jour malmené ? Est-ce que la voie de l'apaisement passe par lui, justement ? C'est ce que pense mon invitée, Charlotte Saint-Jean. Charlotte est aujourd'hui prof de yoga. Une prof de yoga passionnée qui transmet sa vocation avec énergie et amour, à travers ses cours, bien sûr, mais aussi des formations, les festivals qu'elle organise et même des apparitions dans les médias. Si elle est si passionnée, c'est parce qu'elle a trouvé dans le yoga un apaisement, une harmonie, non seulement avec son corps, et pourtant elle a connu des phases d'anorexie et de boulimie, mais aussi avec son esprit et même son âme. C'est tout cela dont elle témoigne dans cet épisode, lumineux et profond. Avec Charlotte, nous allons parler de la Bridget Jones qu'elle a un jour été, de son aspiration pour la spiritualité depuis sa plus tendre enfance, des preuves de la vie qui nous mettent face à nous-mêmes, et de ce que c'est qu'être une femme dans sa quarantaine. Hello Charlotte, et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir. Ensemble aujourd'hui, on va parler de yoga. Oui. Et ce qui ne gâche rien, c'est que tu vas nous bercer avec ton bel accent british. Donc ça va être un très joli moment. Mais avant de commencer et de parler réellement de ton parcours, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Bien sûr. Alors, Charlotte Saint-Jean, je suis anglaise, britannique, comme tu viens de te dire. Et ça fait une vingtaine d'années que j'habite en France. Je suis installée en Savoie maintenant. J'ai 48 ans, j'ai 2 enfants de 15 et de 10 ans, de filles. Et voilà, je suis prof de yoga depuis à peu près 16 ans. Et donc justement, parlons de yoga. Là, quand je préparais l'entretien, je lisais qu'en fait, en France, il y a quand même beaucoup de pratiquants. Il y a entre 2 et 2,5 millions de personnes en France qui déclarent pratiquer le yoga. Toi, tu me disais tout à l'heure que effectivement, tu as senti ces 5 dernières années qu'il y a eu un vrai appel vers le yoga. Ouais. Et justement, ma première question, c'est comment toi, tu as découvert le yoga et dans quelles circonstances de vie tu étais à l'époque ? Oh là là. Très différent de maintenant. J'étais commerciale à Londres dans l'informatique et je vivais très à la Bridget Jones. Donc j'étais la célibataire, la fille avec sa famille urbaine, des rencontres, salle de sport, le bar à côté, le travail à la journée, etc. Donc je vivais comme ça. Je faisais beaucoup de sport. Okay. Je courais énormément et je faisais un peu de gym, etc. Je faisais pas du tout de yoga. Et j'ai découvert le yoga via une copine, une fêtarde comme moi, à l'époque, qui m'a dit « Ah, faut absolument que tu viennes à ce cours de yoga le dimanche, c'est juste extraordinaire. » Je suis punaise, dimanche après-midi, en plus, après vendredi, samedi et la gueule de bois qui va avec. La gueule de bois. Ouf, tu es sûre? Fais viens, tu vas voir. Et je me rappellerai toute ma vie, je suis rentrée, c'était dans notre salle de gym, dans notre club de gym. Et il y avait une petite sud-américaine qui enseignait de l'Ashtanga Yoga, mais je savais pas que c'était de l'Ashtanga Yoga à l'époque, du yoga. J'entre dedans et pendant 1h30, j'en ai bavé, mais à un point. Mais vraiment, c'était difficile. Donc la première rencontre a été un peu difficile. Très dur. Et pourtant, tu étais hyper sportive, tu dis à l'époque. J'étais sportive, mais j'étais pas flexible. Ouais.
C'était certains sports. Je courais, je faisais des marathons, des semi-marathons. Ah oui, donc tu étais très sportive Ouais, déjà. ouais. Je m'entraînais 2 fois par semaine dans un cours que maintenant on appelle ça le cross-training. Oui. À l'époque, on l'appelait ça les circuits. Ouais. Donc oui, je m'entraînais bien, mais j'étais pas du tout flexible et surtout j'étais stressée à bloc. T'avais une vie qui faisait que t'étais stressée, ton métier peut-être de commercial. Donc j'étais dans l'informatique, je voyageais pas mal, j'avais une vie très stressante en tant que toute commerciale, donc ça. La pression sur les chiffres, chiffres d'affaires. En plus de ça, une relation avec mon corps qui était très bizarre. Et depuis de longue date, et du coup j'avais tellement de blocages au niveau de la connexion avec mon corps, physiquement, énergétiquement, je sais maintenant, mais à l'époque j'étais pas trop dedans, que j'ai trouvé super dur. Punaise, le premier cours de yoga, j'en ai bavé vraiment. Alors qu'est-ce que t'as dit à cette copine quand vous êtes sortie de ce premier cours pour toi? À la fin, j'étais très bien. Alors, le truc, c'est que, quand même. j'étais très très bien quand même. Donc, on a fait tout le cours, on a fait la relaxation à la fin. Je suis sortie trempée, j'étais en sueur, mais j'étais tellement bien que j'ai fait waouh, merci quoi, c'était génial. Et du coup, je suis retournée la semaine d'après, et puis les semaines d'après, et puis des fois le vendredi aussi, et puis ainsi de suite. De plus en plus assidu, ouais. Voilà, et puis c'était quelque chose que je pouvais caler dans mon agenda ou que je pouvais amener avec moi en voyage d'affaires. Ok, tu continues à le pratiquer même la semaine en dehors des cours. Ouais, j'ai acheté un premier livre je me rappelle très bien, de Beryl Bendabash, qui est un professeur d'Ashtanga Yoga. Ouais. Elle appelle ça le Power Yoga. Et du coup, j'ai amené mon livre de yoga dans les avions. Et oui, parce que tu faisais que des longues distances en plus. Donc, c'était tout le temps à courir. Ouais. Je voyageais beaucoup. Parce que du coup, ton métier t'a emmené en France après, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'ai fait des études de langue, en fait. Ouais. Et du coup, au bout d'un moment, je travaillais pour une grosse société américaine dans la formation informatique. Et on travaillait dans les tout premières démarches de e-learning. Par CD, DVD. Et là, on est quoi, au début des années 2000? Là, on est en fin des années 90. Ah oui, donc on est vraiment au tout début du web. Ouais. Voilà, donc je voyageais énormément pour ça. Et du coup, j'amenais mon livre de yoga avec moi. Je le faisais dans ma chambre d'hôtel et je sentais que ça me faisait beaucoup de bien. Tu bossais beaucoup avec la pression et donc le yoga, c'était un peu la parenthèse pendant laquelle tu relâchais tout ça? Oui. Qu'est-ce que ça t'apportait à l'époque? Alors, à l'époque, donc, je disais tout à l'heure, j'avais une relation un peu bizarre avec mon corps. Au départ, le yoga, pour moi, c'était pas forcément une source d'apaisement. Même si, dans le cours que j'ai fait, j'étais bien à la fin. Pour moi, je le voyais aussi un peu comme un challenge physique. T'étais vraiment dans la performance, en fait. Totalement dans la performance et aussi dans le contrôle de mon corps. Alors, justement, j'allais te demander de nous en dire plus, si tu veux bien, sur ce rapport compliqué que t'as à ton corps, que tu avais à ton corps, pardon. En quoi il était compliqué, ce rapport-là? Ouais, alors, je crois qu'on perd jamais cette relation. Je vais l'expliquer, mais quand j'étais jeune, j'étais jamais la plus à l'aise avec son corps. J'avais toujours l'impression que je vivais dans le corps de quelqu'un d'autre. Et assez vite, j'étais assez grande, assez large. Je ressemblais pas à mes copines à l'école. J'étais assez grosse et arrivée à l'adolescence, j'étais même très grosse. Et je me cachais en fait parce que à l'intérieur de moi, j'étais une danseuse de ballet, toute fine, gracieuse. Et j'arrivais pas du tout à être à l'extérieur ce que j'étais à l'intérieur. Il y avait un énorme décalage. Et du coup, malheureusement, j'ai commencé à perdre du poids sous le contrôle un peu de ma mère, d'un médecin, etc. À 16 ans. Et après, malheureusement, vers 18-19 ans, j'ai commencé à bien chuter vers la boulimie et l'anorexie. Ok, t'es tombée dans cet engrenage-là de contrôle de la nourriture et du corps, du coup. Horrible. J'ai descendu très bas, j'étais très très maigre, j'avais à peine mes règles à un moment donné. Ah oui, en effet. Et je le cachais derrière, comme j'ai toujours fait, derrière des rigolades, derrière des façades, parce que c'était important pour moi parce que j'étais éduquée comme ça. Et du coup, arrivé dans les années 90, j'avais fini à la fac, j'ai commencé donc mon travail à Londres, en train de foncer
sous une espèce de emprise d'éducation un peu Thatcher, donc no pain no gain en France. On est femme mais on n'est pas femme, on va comme les mecs. Très viril, quoi. Ligne droite, hyper viril, on va comme les mecs au pub, on fait tout comme les mecs. Et du coup, le yoga, quand je l'ai découvert, c'était encore une façon de contrôler mon corps, de me donner des objectifs, des buts, des contrôles, les cadres, une espèce de cadre de contrôle, une boîte à outils mais de contrôle. Et je suis venue vraiment pour des raisons physiques. J'ai vite compris que c'était autre chose, mais quand même, j'ai foncé ligne droite. Et en plus, c'était de l'Ashtanga Yoga qui est très dynamique, très masculine. Très physique du coup. Ouais, très très physique. Et du coup, c'était pas du tout dans cette notion de lâcher prise que les gens pensent. Oui, c'est l'image qu'on peut avoir. En fait. Ouais, d'accord. Voilà. Mais donc du coup, tu continues malgré ce job à 100 à l'heure, etc., à avoir ces activités sportives et aussi le yoga. Mais à quel moment la voie s'ouvre un petit peu plus et tu vois que tu commences à basculer vers l'idée de peut-être un jour devenir toi-même prof? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais pas faire la longue histoire, mais pour couper un peu court, je suis partie en vacances de ski en 1998, je crois, un truc comme ça. Et j'ai rencontré donc maintenant mon ex-mari, mais qui reste mon meilleur ami et le père de mes enfants. Déjà, ça a chamboulé complètement ma vie. Cette rencontre-là, a été déterminante. Cette rencontre-là, ça m'a mis sur un chemin qui était autre que Londres. Et autre que cette vie de Bridget Jones. Et là, donc il y a eu un tournant dans ta vie. Tu t'es peut-être posé un peu plus, c'est ça? Oui, je crois que on rencontre jamais les personnes par hasard. Et honnêtement, c'était une rencontre qui était importante pour moi en tant que femme. En tant maintenant que personne, qu'être humain. C'est quelqu'un qui a su fournir un socle, une espèce de plateforme de calme et de solidité, ce dont j'avais besoin vraiment à l'époque. Et aussi qui m'encourageait de découvrir ces parties de moi-même que je n'osais pas aborder et de lâcher prise. C'était un socle, c'était une fondation plus spirituelle et émotionnelle. Et du coup, d'un coup, je rencontre quelqu'un qui était dans le Reiki, dans l'énergie, dans une ouverture d'esprit qui était tout autre. Ça t'a ouvert plein de portes, en fait, comme un nouveau monde qui s'invitait à... Il faut quand même que je rajoute quelque chose, parce que quand moi j'étais enfant, j'étais toujours très très jeune attirée par les églises, la religion, la spiritualité. Et j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à l'église le dimanche. J'y allais toute seule. Toute ma famille est athée, ne croit pas du tout en Dieu. C'est drôle. J'étais à fond là-dedans. Et en fait, progressivement, c'est ma famille, des amis, les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie qui m'ont empêché de vivre ça et de croire à ça. Et du coup, quand j'ai rencontré donc Christian, donc mon ex-mari, il m'a réouvert cette porte. Il n'est pas croyant. Il n'est pas du tout croyant. Non, mais c'était la spiritualité c'était le sens plus large que la religion. Bien sûr que tu peux explorer ça, mais bien sûr que tu peux être qui tu veux, mais bien sûr que tu peux plonger dans ces endroits de ta vie. Donc, ce rencontre avec Christian, cette ouverture de porte de spiritualité, et aussi en parallèle de ça, donc j'ai déménagé en France, j'ai continué mon boulot de commercial. Donc je voyageais, je me levais très tôt le matin pour les premiers avions à Lyon pour partir à Barcelone, Madrid, Milan, etc. Donc tu avais toujours quand même ce rythme effréné au boulot, quoi. Du coup, mon corps, au bout d'un moment, malgré tout ce que je faisais pour le yoga, le sport, etc., mon corps, au bout d'un moment, fait stop. Je crois que c'est un mélange des années de boulimie, d'anorexie. Et du coup, un système de digestion qui était un peu foutu, en quelque sorte. Et sans que je le sache, j'avais des polypes dans les intestins. Finalement, on a découvert ces polypes, on les a enlevés. Et le spécialiste à l'époque m'a dit, Charlotte, il faut que tu changes ta façon de vivre. Est-ce que tu fais déjà quelque chose qui t'apaise, etc. Je vais écouter, moi je fais du yoga, de la méditation, mais vraiment en petite dose. J'essaie de l'intégrer. Je me suis toujours vue comme quelqu'un de sportif, de healthy, Il m'a dit, mais bon, avec ton parcours commercial, ton parcours professionnel, il faut que tu apaises un peu plus, quoi. Et du coup, j'ai commencé à considérer que peut-être il fallait que j'arrête cette vie effrénée de commercial
Et qu'est-ce que je pourrais faire en montagne? Je me voyais pas juste travailler dans un magasin de sport. C'est pas que c'est mauvais, c'est que c'était pas mon chemin. Donc je dis mais qu'est-ce que je peux bien faire? Et tu avais quel âge quand tu t'es posé ces questions-là? Alors j'avais une 30aine d'années. D'accord. Du coup j'étais en plein questionnement personnel et professionnel. Et du coup progressivement, je l'ai pas fait du jour au lendemain, mais progressivement, j'ai planifié mon départ avec mon patron à l'époque. J'avais une année. Donc c'est hyper confortable. Que je tienne et que je fasse tout pour que l'équipe, quand je partais, que l'équipe était sain et sauf. Oui. Que moi, je partais avec pas mal d'argent. C'était important aussi. Il m'a dit, ça sert à rien de partir maintenant, pas dans un an. T'auras les parts, t'auras tu vas pouvoir avoir une couche de ta vie pour après. Et du coup, je suis partie de cette vie commerciale et effrénée. Et quasi tout de suite, je suis entrée en teacher training avec Shivananda. Donc là, tu as commencé ta formation pour devenir prof de yoga. C'était très clair pour toi que, en fait, ton dharma, ton chemin de vie, c'était ça? Honnêtement, je l'ai fait pour moi au départ. Tu n'avais pas l'idée que ça allait devenir ton métier? J'espérais, mais il faut dire qu'à l'époque, le yoga, je parle d'il y a 16-17 ans. Donc là, on est au début des années 2000, en fait. Quand tu as une trentaine d'années, début des années 2000, oui. Voilà, et le yoga n'était pas comme maintenant. C'est vrai. Quand même en Angleterre, c'était pas si connu que maintenant. Et c'était vraiment le départ des gens qui étaient en burn-out, qui étaient en questionnement de vie, qui se disaient pourquoi pas faire quelque chose qui me fait du bien aussi. Tiens, je vais partir sur un autre chemin. Donc, il y avait toutes sortes de personnes sur le parcours. Mais tu l'as faite où alors? En Angleterre. Je suis partie en Angleterre. Et c'était sous quelle forme? Ça a duré longtemps? Ça a duré 1 mois. C'était avec. Donc 1 mois à plein temps? À plein temps. Ok. Dans un ashram Shivananda. Et honnêtement, j'en ai bavé, parce que j'ai jamais fait ça aussi intensément. Lever à 5h30 du matin tous les matins, un rythme hyper réglementé. Donc chaque heure était quasi réglementée en cours, en signe, en sein, en méditation, satsang, en karma yoga. Maintenant tu manges, t'as pas le choix, tu manges maintenant, nanana. Et moi je suis pas très routine, pour moi c'était très dur d'être calée dans la routine de quelqu'un d'autre. Ça fait vraiment la coupure de cette vie effrénée finalement d'à peu près 7 ans, 8 ans de ma vie, depuis la sortie de la fac jusqu'à ce moment-là. Et j'étais prête, c'est pas que j'étais pas prête, je me suis bien préparée pour, mais rien en fait te prépare pour les moments où tu es vraiment face à toi-même. Et oui, parce que c'est comme ça que tu l'as vécu aussi, ce stage de yoga. Tout le monde, à un moment donné, sur un mois intense comme ça, a un flash de waouh. Et ça peut être colère, ça peut être tristesse, c'est différentes façons d'aborder la chose. Pour moi, c'était un énorme oh my god. Donc et c'est déstabilisant et chouette à la fois. C'est chouette à la fois. Et du coup, je suis rentrée de ça un peu transformée déjà. Ça devient une expérience personnelle, quoi. Et hyper spirituelle. Je me suis renoué mes liens, du coup, avec mes croyances religieuses, avec ma spiritualité, avec tout ça. Et du coup, c'était un vrai départ. C'était un vrai nouveau départ. Du coup, ma vie, après ça, a fait un énorme virage. Et avec mon mari, on a décidé d'acheter une grande maison en Ardèche qu'on avait pendant une dizaine d'années, qu'on a converti en gîte, mais où on organisait aussi des retraites de yoga. D'accord. Donc, est-ce que c'est par ce biais-là que tu as commencé ton activité de prof de yoga? Comment un petit peu, c'était un mélange de là, où on faisait l'hiver en station et l'été en Ardèche. Et du coup, en station de ski l'hiver, je donnais des cours de yoga et en privé, en collectif, etc. Et l'été, je donnais quelques cours, mais surtout, je donnais des cours privés aux gens dans les gîtes. Et j'organisais 2 fois par an des petites retraites, des petits séjours de yoga autour de ma maison en Ardèche. Et donc, du coup, les années ont passé, tu t'es installée, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, alors moi qui te suis notamment sur Instagram, j'ai l'impression que tu es toujours par Mons et par Vaux, donc quand même il y a toujours cette activité là, mais on sent que ça fait profondément partie de toi, tu es hyper dynamique, et donc ce que je vois moi, c'est qu'a priori tu as tes cours de yoga que tu continues à donner en privé, en collectif, tu participes et tu organises des festivals. Tu apparais parfois à la télévision dans l'émission, rappelle-moi, c'est ce programme, avec Sophie Davant. Avec Sophie Davant.
Est-ce que c'est ça aujourd'hui ta vie de prof de yoga? À quoi ça ressemble aujourd'hui ton activité? C'est marrant hein, parce que il y a quelques années, on m'a demandé, on m'a dit tu vas faire ça dans 6-7 ans, dans 10 ans. J'aurais dit oui, c'est ça, oui. Genre d'être sur les magazines. Et oui. Là, j'écris un livre aussi qui va sortir au mois de mars, d'être à la télé, d'être un peu partout. Maintenant, un podcast, en fait. J'aurais dit non, mais je suis pas très intéressante. Je suis juste un. Il faut croire que si. Mais oui. Voilà. Alors, il y a quelques années, j'avais peut-être 40 ans. En fait, je me rappelle très bien. Il y avait la crise de la quarantaine. Et un petit peu, mais il y avait un article de magazine, genre dans Cosmo, etc., que je lisais jamais, en fait. Je sais pas pourquoi je l'avais acheté. Il y avait un article sur les femmes de 40 ans, 42 ans, 43 ans, qui ont pris un peu leur vie dans leurs mains. Okay. Ils ont dit, tu sais quoi, oui, j'ai eu mes enfants, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Maintenant, j'ai envie de faire quelque chose, moi, de nouveau. Super. Mais pour moi, j'ai envie d'investir du temps, de l'énergie dans quelque chose qui est de plus profonde. Oui. Et du coup, en parallèle, j'ai lancé plusieurs activités. J'ai commencé à réfléchir sur le site de Yoga chez moi. Oui. Donc, le site de yoga en ligne, il n'y en avait pas, en fait, en France. Donc là, c'était des cours de yoga en ligne. Ok. Parce que moi, je trouvais pas de prof à côté de là où j'étais. Et en fait, j'utilisais déjà une plateforme comme ça, même 2, aux États-Unis. D'accord. Vu que je parle anglais, c'était facile. Je me bien dis, sûr. Tiens, je vais utiliser je vais faire des cours via ces sites. Ouais. Donc, tu as importé le principe ici en France. Exactement. Ok. Donc, j'ai commencé à réfléchir là-dessus, à parler autour de moi, à prendre un peu d'argent des investisseurs, à réfléchir sur le concept, à contacter mes anciens collègues dans l'informatique et pour créer ce site. Et en parallèle, je voyais ce qui se passait aux États-Unis au niveau des festivals. Oui. Et il y avait plein de festivals. Des festivals de yoga? Des festivals de yoga qui se passaient dans les grandes villes, dans les montagnes, et les festivals Wanderlust qui continuent à cartonner aux États-Unis et au Canada. Et je voyais tout ça, et je me dis pourquoi pas en France? Et donc j'ai commencé à parler avec Val d'Isère, j'ai commencé à lancer ce concept sur Val d'Isère. J'en ai fait 6 maintenant de festivals à Val d'Isère. Et après, j'ai lancé il y a 2 ans avec une copine Elodie Garamond du Tigre, le festival Women's Spirit. Ah, ça c'est à Paris, hein? À Paris. Donc ça c'est un enchaînement un peu plus tard, on va dire. Et pendant ce temps, pendant ces 5, 6, 7 ans, où tu as diversifié tes activités, en fait. J'ai diversifié mes activités énormément. C'est comme si tu avais fait un cran au-dessus, c'est-à-dire après avoir enseigné le yoga, hop, le step plus loin, c'était ça. Et il n'y avait pas, à l'époque en France, parce que vraiment là maintenant on voit qu'il y a 3, 4, 5 magazines de yoga, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et le premier magazine de yoga qui est sorti, il y a peut-être 6 ou 7 ans, c'était Esprit Yoga. Ouais. Et moi, j'ai parlé avec eux, j'ai dit, OK, j'aimerais avancer comme ça avec vous, avec d'autres, pour pousser, démocratiser un peu le yoga en France. Ouais. Donc, sans vouloir ou savoir, en fait, en quelque sorte, j'étais parmi les personnes qui poussaient le yoga vers le yoga moderne. C'était pas grâce à moi, c'était pas juste à cause de moi, je sais. Je sentais que c'était le moment et eux aussi, du coup, on a avancé plus ou moins ensemble, on va dire. Et du coup, voilà, donc 8 ans plus tard, donc de 40 à 48, c'est vrai, c'est incroyable ce qui se passe, mais voilà, je participe et j'organise des festivals. J'ai un livre qui sort au mois de mars sur le yoga pour la femme. Super. C'est vrai que tu parles beaucoup du féminin sacré. Ouais. Donc, beaucoup de ça. Et du coup, effectivement, les dernières quelques années, j'ai vraiment trouvé mon dharma en tant que yogi, yogini, en tant que personne et en tant que femme. Et finalement, j'ai trouvé pas de sensation de contrôle, mais un apaisement côté corps qui est venu vraiment grâce au yoga. Et c'est peut-être terrible de le dire, mais grâce peut-être à mon divorce. Ça semble terrible de dire ça parce que c'est pas ça. Avec le sourire. Le pauvre monsieur, parce que je l'adore franchement et c'est vraiment grâce à lui que je suis devenue. On voit tout ce qu'il t'a apporté, et que je suis arrivée à cette porte de dire en fait maintenant il faut que tu ouvres la porte, il faut que tu me laisses partir. Voilà, c'est ça. Et en gros c'était un peu ça. Il l'a senti aussi comme ça. Et parce qu'il a beaucoup d'amour, je crois pour moi, il a dit tu sais quoi, j'ouvre la porte. Il a été capable de te laisser partir. Et je te laisse t'épanouir. Et c'est un peu à ce moment-là que j'ai fait ok d'accord. Donc, ça fait peur aussi. Oui, bien sûr. Parce que tu brises en morceaux ta famille. Et en fait, c'est à ce moment-là, on va dire, il y a peut-être 4 ans, que je me suis dit, ok, d'accord, maintenant tu prends ton dharma. Tu accueilles
toutes les choses que tu as senties quand tu avais 8, 9, 10 ans, 13 ans, quand tu étais attiré vers cette spiritualité, accueille ça, intègre ça, rayonne toi-même et sers Et tu aux rayonnes, autres ouais. de rayonner Ouais. aussi. Bien Parce sûr. que c'est possible, toute femme peut faire ça, Ouais. toute personne peut faire ça. Mais on voit tout le cheminement qu'il y a Et pour c'est y un arriver. cheminement, ça Absolument. n'arrive pas comme ça du jour Ouais. au lendemain. Ouais. En fait, c'est génial, Charlotte. Depuis tout à l'heure, on parle de ton activité de yoga, mais finalement, on parle beaucoup de spiritualité. Là, on n'est pas du tout en train de parler d'exercices physiques qui sont bons et sains pour le corps. Et ben, du coup, ça me donne envie de te demander à toi, c'est quoi ta définition du yoga? Ah, c'est une très bonne question. Alors, on dit toujours que le yoga, c'est l'union. C'est un mot sanskrit, du Oui, coup, c'est la traduction du mot yoga. Ok, d'accord. Par contre, tu peux prendre ça, je crois, dans plusieurs sens. Et ça m'a pris longtemps de vraiment comprendre à quel point cette union est importante physiquement, mentalement et spirituellement. Parce que c'est une union entre quoi? C'est une union entre toi et l'univers. C'est une union entre ton côté masculin, féminin. C'est l'union entre les différentes parties de ton être, Ouais. les différentes déesses qui sont en toi, les différents éléments qui sont en toi, en chacun de nous. Oui. Et toujours dans une notion de non-dualité, une notion d'harmonie, de synergie tellement profonde. Et finalement, tout le monde est à la recherche de ça. Et tout le monde Bien sent sûr qu'on ne s'est pas en place. Oui. L'univers en ce moment est décalé, n'est pas en phase, n'est pas dans cette notion d'union. Et si chaque personne, c'est peut-être pour ça que le yoga est devenu si populaire. Certainement. Maintenant, si parce qu'on cherche ça maintenant. Cherche ça. Et Bien si sûr. chaque personne retrouvait cette belle harmonie et union au fond de soi, au fond de son propre être, finalement, l'univers ira mieux. Eh bien, bien sûr, absolument. Une petite vibration autour de toi qui fait que tout va bien. Bien sûr. Ne t'inquiète pas, c'est OK. On est là où on doit être. Le reste rentrera en place. Donc, pour moi, le yoga, alors, j'ai pas parlé beaucoup physiquement. C'est physique quand même. Bien sûr, aussi. Physique. Oui. Je crois qu'on va l'intégrer émotionnellement. Donc, cette union-là, elle est possible si on l'intègre par le corps, en fait. Si on l'intègre par le corps, mais pas forcément par l'intellect. C'est-à-dire que tu ne devras pas l'analyser dans la tête, mais le sentir. On le vit. Voilà, et le vit dans le corps. D'accord. Et c'est tellement important. Tout comme, et ma vie n'est pas une fleuve tranquille. Il ne faut pas penser que, voilà, ça y est, depuis 4 ans. T'as atteint le fameux nirvana. Voilà, et que même cette année, j'ai vécu une année très, très difficile. Et moi, j'étais avec quelqu'un pendant 2 ans qui avait des gros soucis de santé mentale et qu'il ne reconnaissait pas, en fait. Ok. Et du coup, c'était très dur de vivre au quotidien avec ça. Et malheureusement, cette année, finalement, il a trouvé trop dur cette vie sur Terre. Et il a pris sa vie. Et quand tu vis avec ça déjà au quotidien et quand tu vis avec une finalité si violente et si finale, tu le reçois en plein tranche physiquement, tu le reçois. Et là, tu essaies d'intellectualiser. Mais en fait, c'est quelque chose que tu ne peux pas analyser mentalement. Tu peux essayer, mais finalement, tu le reçois pas dans la tête. Et j'imagine que du coup, dans cette épreuve-là, parce que c'en est vraiment une, tu as trouvé dans le yoga du réconfort? Énormément. Via la méditation, il y a beaucoup de larmes sur mon tapis de yoga, il faut avouer. J'ai passé des semaines à pleurer. Mais tous les jours, j'ai déroulé le tapis et même si j'ai pleuré une demi-heure, j'ai déroulé le tapis. Tu t'es astreint à le faire, ou tu sentais que c'était nécessaire, qu'à ce moment-là, il fallait? J'avais pas envie. D'accord. J'avais loin d'avoir envie. Bien sûr. De méditer, c'était très dur de méditer parce que dès que tu fermes. T'étais face à toi-même là, du coup, non? Et puis tu es face aussi aux catastrophes qui t'entourent. Donc tu es face à des images, des cauchemars, de la solitude, de la colère, de la tristesse. Mais tous les jours, je déroulais le tapis et je faisais des mouvements très basiques et très longs. Et en gros, je respirais. Et j'ai compris beaucoup des textes sacrés et des textes aussi de Becky Iyengar, des grands maîtres de yoga, où on parle beaucoup de la respiration comme une sorte de clé d'or. Et je crois vraiment que j'ai commencé à intégrer cette partie pleinement
dans ma pratique et dans mon quotidien, dans une telle tragédie, dans une telle En fait, tu l'as vécu dans ta chair. Je l'ai vraiment vécu dans mes tripes, comme tu viens de dire. Et quand ensuite tu traduis ça dans les chakras, parce qu'on parle souvent des chakras. Les 7 chakras, voilà. Tu commences par le Muladhara chakra, le root chakra, le chakra racine, premier chakra dans le périnée. Et finalement, sans un ancrage là et sans une belle connexion là, le reste ne fonctionne pas. D'accord. Et tu ne peux pas fonctionner dans le reste de ton être, tu peux plus rayonner et être dans toutes tes pleines capacités. Tu peux faire semblant. Oui. Je pourrais faire semblant comme j'ai fait quand j'étais commerciale. Comme tu dis, tu donnais le change. Et là, t'as décidé, parce que ton cheminement t'a permis de le vivre aussi certainement autrement, quoi. Autrement, parce que déjà, je suis arrivée peut-être dans un stade de ma profession, entre guillemets, ou de ma carrière et de ma vie en tant que femme. Je crois qu'entre 45 et 55 ans comme femme, c'est une très belle période de découverte de peut-être même plus âgée, donc j'attends avec patience la sagesse après, quelque part. Mais je trouve que déjà la quarantaine, ça t'ouvre une autre porte. Sûrement, ouais. Et en tant que yogini dans la quarantaine, je trouve que tu arrives à une phase où justement t'as plus envie de batailler avec ton corps. C'est pas que tu as envie de tout lâcher et de devenir n'importe quoi. Tu veux quand même prendre soin de ton corps, mais tu n'es pas dans une espèce de compétition. Tu es plus dans une espèce de ressenti. Tu es plus dans une espèce de connexion avec toi, à être bien dans ton environnement, dans les éléments, à être bien finalement dans tes chakras, oui, absolument. dans ton corps énergétique. Et du coup, face à cette tragédie cette année, face à tout ça, je me suis dit, ok, c'est le moment de plonger au plus bas, à la limite, pourquoi pas, de l'accueillir et de dire, ok, et je fais quoi avec ça? Et d'en faire quelque chose et donner du sens peut-être. Voilà, et qui je suis. Et ça t'a vraiment mis face à toi-même, quoi. Complètement. Et ce qui est très chouette, c'est que finalement, je suis réalisée que j'étais bel et bien dans mon dharma. Que j'étais bel et bien là où je devrais être. Est-ce que tu sais, Charlotte, où tu seras dans 5 ans? Puisque ce joli chemin-là va continuer. Mais est-ce que tu m'avais demandé ça il y a 5 ans, j'aurais pas pu te dire, j'aurais jamais dit que j'allais. Alors, est-ce que tu as une idée, une intention de quelque chose? Très sincèrement, je ne sais pas trop. Je crois que je suis toujours sur ce chemin de découverte. Je commence à trier un peu, j'arrête certaines choses et j'ouvre les portes à d'autres. Pour te recentrer, c'est ça? Ouais, pour être peut-être encore plus intègre à moi-même. Dans ton chemin de vie, ton dharma, comme tu dis. Non, dans 5 ans, je me vois un peu comme maintenant, peut-être un peu moins speed. Parce que je me partage, on n'a pas mentionné, mais je donne aussi une formation pour les professeurs. Je fais tellement d'autres choses, en fait, tout relié au yoga. J'adore aussi la musique. Je chante, je joue un peu des différents instruments. Et j'adore ça. Et ça, c'est un chemin que j'espère explorer avec mon frère, avec d'autres personnes. D'accord. Donc, je sens que le chemin de musique va s'ouvrir un petit peu aussi. Et je suis quand même toujours maman. Et de voir mes filles s'épanouir et devenir des jeunes femmes extraordinaires. Elles sont en plus à des âges importants. Enfin, je veux dire, elles ont 10 et 15 ans, c'est ça? 10 et 15 ans. Et donc, ma fille de 15 ans, elle est en plein bascule vers une jeune femme. Et j'aimerais tellement qu'elle soit mieux dans sa peau. Et oui, ça résonne avec ta propre histoire, bien sûr, évidemment. Quelle confiance. Qu'elle s'épanouisse. Qu'elle s'épanouisse. C'est tout ce que je cherche. Donc, dans 5 ans, je ne sais pas. Je serai toujours maman. Je serai toujours dans le yoga. Je ne sais pas. Eh bien, alors, on se donne rendez-vous. On peut se donner rendez-vous avec grand et j'espère qu'on se reverra d'ici là. J'espère aussi. Mais on va du coup terminer l'entretien et j'ai quelques questions rituelles à te poser que je pose à chacun de mes invités. Très bien. La première, j'aimerais savoir quel livre tu pourrais nous conseiller qui t'a vraiment éclairé sur ton chemin de vie. Je sais que l'exercice est difficile. Tu m'as dit que tu voulais en citer plein, mais si tu ne dois en garder qu'un seul, lequel est-ce? Alors, en réfléchissant, juste avant de partir ma première formation professeur de yoga, j'ai lu le livre de Jacques Kornfeld. En anglais, c'est A Path with Heart. Donc, la traduction, je crois que ça existe en français aussi, mais le chemin du cœur. Le chemin du cœur, ok. De toute façon, s'il existe en français, je mettrai le lien vers... Donc, A Path with Heart.
Et c'est sur la vie, le chemin spirituel, la vie spirituelle, c'est à base de bouddhisme. Ouais. Et c'est sur la méditation, la connexion avec soi. C'est un super début de chemin de connexion avec moi-même ou de reconnexion avec la vie spirituelle. D'accord. Ouais. Ok. Eh ben écoute, effectivement, ne serait-ce que le titre, ça donne envie d'aller creuser. Absolument. Ouais. Alors, une des questions rituelles, c'est de te demander si tu as un rituel bien-être au quotidien. Alors évidemment, le yoga ne compte pas puisque ça fait partie là complètement de ta vie et de ton métier. Ouais. Mais est-ce que tu as un autre rituel? Quand je me lève le matin, je fais toujours un tirage d'huile. C'est-à-dire, Donc, en fait, on met de l'huile de noix de coco dans la bouche au réveil. Est-ce que tu te râpes la langue aussi dans ce rituel-là? Je râpe la langue avant. Je mets l'huile de noix de coco et souvent, je mets un tout petit goutte de Melukia, donc tea tree ou de l'huile essentielle. Voilà, de l'huile essentielle, juste une goutte. Et je garde ça dans la bouche 20 minutes. 20 minutes? Ouais, un quart d'heure à 20 minutes. C'est très long. Ah oui. Je fais autre chose pendant. Donc, mais je garde ça. Du coup, tu ne veux plus parler? Ah non. Mes filles ont l'habitude. Et je bouge de l'huile dans ma bouche. Et en fait, ça tire les toxines de la nuit, de la gorge, de la langue, des gencives. Et je démarre ma journée comme ça. Eh ben, merci pour le conseil, alors. Je voulais te demander aussi 3 mots synonymes de bonheur pour toi. Moi, j'ai trouvé le mot amour. Ah, oui. Déjà. Ça, c'est énorme pour moi. Love. Gratitude. Ah, c'est joli. Ouais. Parce que pour moi, ça, c'est énorme aussi. Et la sérénité qui va peut-être main dans la main avec lâcher prise, mais la sérénité. La sérénité que je n'avais pas pendant tellement longtemps dans ma vie et que j'ai. Et du coup, ma dernière question, je voulais savoir si toi, Charlotte, tu es heureuse. La simple réponse sera oui, à 1000%, je suis très heureuse, ouais. Super, et ben on va rester là-dessus alors, avec ce grand sourire que tu me fais, c'est génial. Merci pour ta franchise, merci de cette passion que tu as pour nous transmettre ce joli chemin. Merci. Finalement, évidemment, on a parlé de yoga, mais de tellement d'autres choses. Alors, merci pour ce moment partagé, Charlotte. Merci à toi. Merci. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.